Je vais maintenant donner la parole aussi à un ami, vous allez dire en disant que des amis ici dans le sud, mais c'est la vérité, au docteur Jean-Baptiste Verdinon. Jean-Baptiste, je le connais aussi depuis longtemps. Moi, ce qui me vient à l'idée quand j'ai envie de le caractériser, c'est l'audace. C'est un garçon audacieux, qui n'a peur de rien, et quand on est audacieux et quand on a des mains en or, on arrive à des prouesses chirurgicales. Et ça, c'est ce qu'il arrive à faire au quotidien en chirurgie, parce que c'est un spécialiste de la chirurgie avancée, pas forcément au sens de la reconstruction osseuse, mais au sens où on va pouvoir essayer, dans toutes les situations cliniques, d'éviter justement la reconstruction osseuse. Il est le co-directeur, on peut dire, du Paris Graftless Center, avec ses acolytes Canas et Boutin. Il est conférencier national et international, il a aussi écrit beaucoup de publications. Jean-Baptiste, j'aimerais avoir ton regard d'expert sur cette nouvelle solution. Merci beaucoup de m'accueillir, merci à la Société Antogir bien sûr et à Eric Genève. Alors merci à Patrice, bravo pour ta présentation et bravo bien sûr Philippe pour cette présentation académique. Je vais remercier pas mal de monde parce qu'en fait on n'est pas là par hasard, on est là par le fait de rencontres. Et aussi parce qu'on est une équipe. Et donc la première personne que je veux remercier, c'est un des membres de mon équipe, c'est Jean-Michel Moelle, avec qui j'ai la chance de travailler. Et grâce à qui, quand on parle d'un nouveau système qui est à la fois chirurgical et prothétique, parce que la partie prothétique, vous l'avez compris, elle se qualifie de connaître extrêmement importante, eh bien on ne peut pas s'affranchir d'avoir des techniciens de laboratoire de qualité. J'ai la chance d'avoir à mes côtés Jean-Michel Moelle, et aussi pour la prothèse d'usage, son successeur Gilles Giordalengo, qui est peut-être dans la salle. Donc fini pour ces remerciements. Je vais aussi remercier une personne parce que je fais de l'implantologie depuis, je crois, 26 ou 27 ans. Et puis j'étais assez monomaniaque, comme beaucoup d'implantologistes. Et puis au bout de quelques temps, je voulais surtout jamais rien changer. Et j'ai un ami qui est venu me voir, il me dit mais arrête, écoute, essaye. Moi, je dis c'est pas possible, j'ai pas envie. Il me dit si, essaye. Il s'appelle Richard Garel, il est quelque part ici. Je le remercie parce que il m'a mis un peu le pied à l'étrier. Il m'a dit essaye les implants Axiom de chez Antogir, tu vas voir, c'est quelque chose. Donc effectivement, j'ai essayé cette gamme et j'ai été surpris parce qu'il y avait une infinitésimalité de solutions qui répondaient à mes problèmes. Et donc j'avais particulièrement des implants Bone Level Regular, règles comme on appelle, qui étaient destinés à être utilisés dans de l'os dense, c'est-à-dire la plupart du temps, symphyse mandibulaire, la mandibule, certaines zones du maxillaire. Donc j'étais assez content parce que ces implants répondaient à mes attentes et en même temps, j'avais aussi des implants Axiom Bone Level PX, qui eux étaient destinés à de l'os de plus faible densité, plus accrocheurs, ils avaient un pas plus grand, ils rentraient plus rapidement à l'intérieur de l'os. Et donc on obtenait, dans les cas d'os de faible densité ou dans les cas de post-extractionnel, eh bien des stabilités primaires qui étaient compatibles avec les mises en charge immédiates. Et comme vous l'a dit Patrice, je suis un assez grand fanatique des chirurgies en un temps, de limiter les interventions et la morbidité des patients, de limiter les greffes tant que faire se peut. Aussi, seconde chose, c'est que au-delà de ces plusieurs diamètres d'implants, j'étais très content, et au niveau des assistantes aussi, parce qu'on avait une seule connexion, un seul diamètre de connexion. Et ça, pour ceux qui font de l'implantologie régulièrement dans un cabinet, ils savent que la gestion des stocks, c'est quelque chose de compliqué, on était super contents d'avoir ça. Et puis un jour, il y a Eric Genève qui est venu dans mon cabinet, il m'a dit, vous savez, vous utilisez l'Axiom Bone Level, vous êtes content? Je dis, oui, je suis très content. J'ai un nouveau truc. Et j'ai dit, bon, un nouveau truc, il m'a dit, j'ai un Axiom Tissue Level. Et Tissue Level, oui, c'est vrai que c'est nouveau, mais c'est pas vraiment nouveau. Il me dit, non, mais il n'y a pas que ça. Il y a une connexion in-link, et puis il y a des verrous qui sont solidaires de la prothèse, et puis il y a une connexion à plat. J'ai dit, tiens. Et puis il était tellement passionné, et il m'a tellement passé le message de cette société, effectivement, comme le décrivait Patrice, de gens passionnés, avec de gens impliqués, que je me suis dit que c'était impossible de ne pas répondre à ces attentes et au moins d'essayer. Et donc j'ai essayé cet Axiom Multi-Level, enfin cet Axiom Tissue Level, et vous allez en voir quelques-uns des résultats. Alors donc cet Axiom Tissue Level, on commence comme tout le monde, c'est-à-dire comme tous les implants à peu près sur le marché aujourd'hui, il a une surface rugueuse, il est auto-taraudant, ça je crois que tout le monde, c'est un consensus que tout le monde a. Et aussi, il a une partie, on va dire, transgingivale, qu'on appellera un pilier, qui est solidaire de l'implant, et donc ce pilier se retrouve, met le positionnement en Tissue Level, donc ça c'est extrêmement intéressant. Philippe vous l'a décrit pour un certain nombre de raisons. Et aussi, on a ce qu'ils ont appelé un tissue favor design, c'est-à-dire un rétrécissement du col qui peut s'apparenter à ce qu'on disait un implant sandwiching, bien qu'on ne peut pas adopter cette dénomination exactement.
Et donc ça a permis d'avoir des réponses tissulaires au niveau gingival que je vous permets d'apprécier, que ce soit en juxta-gingival ou en infragingival, qui sont des réponses tissulaires à 3 mois, entre 2 et 3 mois. Et vous voyez la qualité des tissus qu'on a, et il est vrai que la décontamination des piliers de cicatrisation est extrêmement importante à ce stade. Enfin, on est assez content d'avoir ça. Donc, l'implant Tissue Level, on ne va pas rester très longtemps sur la littérature, mais on sait qu'il améliore, il est assez favorable pour le maintien de l'espace biologique. On sait que grâce à cet implant, notamment une dernière étude qui est parue en Suède sur 599 patients pendant une étude sur 9 ans, qu'on a une très faible prévalence de périimplantique autour de ces implants. Et on sait aussi qu'avec ces implants en une seule pièce, on a un CSR, c'est-à-dire un taux de succès, on va dire, de 97,5% à 5 ans, ce qui est intéressant. Alors le Tissue Favored Design, c'est-à-dire ce rétrécissement au niveau du col de l'implant, qui est en moyenne, je crois, aux alentours de 2,7 mm, eh bien, permet d'avoir des cicatrisations en première intention de ce niveau-là que vous voyez ici, c'est-à-dire quand vous avez de la gencive attachée, vous allez encore renforcer cette gencive attachée par la présence d'un conjonctif sous-jacent en plus grande quantité. Et ça, c'est extrêmement intéressant et extrêmement important parce qu'on sait que la première barrière, on va dire, à la périimplantite, c'est le maintien de l'hygiène. Et le maintien de l'hygiène, il est plus facile sur des gencives attachées que sur des gencives libres. Ça, je crois que tout le monde en est conscient. Donc, ce Tissue Favored Design, il permet aussi, on le voit, d'obtenir du fait de cette barrière conjonctive, il permet d'obtenir une préservation plus grande de l'os marginal. Et donc, avec les photos, les radios que nous a montré Philippe tout à l'heure, on a vu qu'on avait des niveaux osseux de stabilité osseuse à 18 mois qui étaient extraordinaires. Et moi, je vais vous montrer aussi des cas absolument similaires. Donc, ce n'est pas tout à fait opérateur dépendant, c'est-à-dire que les qualités de l'implant nous permettent d'obtenir ces choses-là. Et on a aussi la facilité d'avoir cette cicatrisation primaire qui est, comme vous le voyez, extrêmement agréable. Et là, on a une cicatrisation primaire à 3 mois, avec une finition des prothèses à 4 mois, et avec, vous voyez, cette gencive attachée qu'on a conservée. Vous savez comme moi la difficulté de conserver la gencive attachée dans ces zones postérieures de la mandibule, où on a souvent, suite à la résorption, des quantités de gencives attachées extrêmement. Sans greffe, j'insiste bien, il n'y a absolument aucune greffe ici. Et donc cette concavité supra-implantaire, puisqu'on va l'appeler comme ceci pour ne pas avoir de conflit d'intérêt, eh bien, elle améliore à la fois la stabilité, mais aussi la cicatrisation primaire de ces tissus. Donc on a aussi une connectique à plat. Cette connectique à plat, elle est extrêmement intéressante parce que quand on fait, ou qu'on veut faire comme je fais, des techniques sans utiliser les greffes, on est obligé d'aller chercher de l'os là où il est. Et donc on est obligé parfois de décaler, d'incliner les implants, à la fois pour obtenir une meilleure distribution antéro-postérieure, et donc d'augmenter le cantilever. On ne va pas faire un cours Roland fort ici. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant. Ensuite, cette connexion in-link dont vous parlez tout à l'heure, Philippe, elle a un autre argument, elle a un autre avantage qui est extrêmement agréable quand on fait de la mise en charge immédiate, et ça on s'en est rendu compte avec Jean-Michel, c'est qu'elle permet un gain de place. Parce que quand vous avez un pilier par exemple angulé, eh bien vous vous retrouvez avec finalement une hauteur de cylindre que vous devez réduire, parce que la hauteur occlusale, qu'on appelait la HOPU à la fac, la hauteur occlusale prothétiquement utilisable, elle a une certaine valeur. Et donc vous ne pouvez pas l'augmenter, vous ne pouvez pas augmenter la DBO à dessein. Et donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien il se passe que quand vous avez un pilier angulé, vous allez avoir une certaine hauteur de résine, une certaine quantité de résine autour du cylindre, donc parfois des zones fragiles. Et là, comme vous partez plus bas, avec une connexion au ras de la gencive, eh bien vous avez une plus grande quantité de résine, donc une plus grande solidité, une plus grande stabilité de votre bridge provisoire. Et ça, c'est extrêmement agréable, parce qu'on a moins de soucis en post-opératoire pendant les mois de cicatrisation. Et là, vous avez un petit schéma qui vous montre cette différence de hauteur qui est extrêmement intéressante. Au niveau du protocole de forage, rien n'a changé. Les gens qui ont l'habitude de poser des implants bone level, c'est-à-dire avec un protocole de forage comme on a l'habitude de faire et avec un positionnement de la dernière spire en 0,5 mm en infracrestal, ça reste la même chose. Donc après, libre à vous, dans votre stock, de choisir quelle est la hauteur de pilier, en quelque sorte, la hauteur de tranche gingivale dont vous avez besoin. Et en quelque sorte, le pilier in-link que vous avez vu tout à l'heure, que vous a montré Philippe, eh bien ce pilier in-link, on va voir qu'il peut nous être utile dans certains cas, notamment dans les cas d'extraction et implantation immédiate. Ensuite, on a un porte-implant qui est assez conventionnel, un petit peu comme les porte-implants de nos implants, qui nous permettent d'assurer avec une bonne stabilité, une bonne préhension, et d'assurer la mise en place de la main.
Et puis ce pilier in-link dont je vous parlais tout à l'heure, alors ce pilier in-link, il a cet intérêt, c'est que, bon, il va se visser bien sûr à 25 newtons, il existe en 2 hauteurs, Philippe vous l'a dit, je ne vais pas revenir là-dessus, 2 diamètres c'est pareil. Mais l'avantage c'est que quand vous avez dans les zones de post-extractionnel, vous avez parfois de la difficulté à choisir quelle va être exactement la hauteur de pilier dont vous avez besoin. Mais vous allez mettre un implant conventionnel et vous allez dire à votre assistante, ben, finalement, quand je repositionne la gencive, là j'ai besoin d'un 2,5 ou j'ai besoin d'un 3,5. Et ça, c'est extrêmement agréable dans la gestion quotidienne de nos cas cliniques. Les vis de cicatrisation, là aussi, il y a des petits détails qui ont été pensés et cette espèce de retrait que vous voyez au niveau de la vis de cicatrisation ici, eh bien, il a facilité notamment les sutures en première intention et donc l'obtention d'une gencive stable autour ces vis de cicatrisation. Et même quand on fait les phases d'empreinte et d'essayage lors de la mise en charge immédiate, c'est extrêmement agréable, je vous l'assure. Les transferts, vous avez vu, les transferts, c'est une connectique à plat, donc il appartient quand même d'avoir un contrôle radiographique quand vous mettez le transfert en place. C'est la connectique à plat, il n'y a pas d'engagement, c'est donc 2 surfaces plates. Et surtout si vous êtes dans des zones juxtagingivales, il est prudent, il est conseillé, il est, je dirais, obligatoire de prendre une radio de contrôle pour pouvoir vérifier qu'on n'a pas un pincement de la gencive et que nos transferts sont absolument bien en place. Puis après, je ne vais pas revenir, Philippe vous l'a 1000 fois expliqué, cette connectique in-link, cette connectique permettant un accès angulé à 25 degrés, ça c'est quelque chose qui est assez intéressant, même formidable, parce que dans la zone antérieure, quelquefois on est obligé, surtout quand on ne veut pas greffer, de suivre le plus grand axe de l'os, et on est très très content de pouvoir décaler le puits d'accès au niveau du cingulum. Et parfois, quand on a des cylindres droits, ce n'est pas possible. Et là, le fait d'avoir ce décalage à 25 degrés permet ça. Et ça permet aussi, dans les zones postérieures, eh bien, de placer, quand on a la surface qui le permet, le puits d'accès à la vis au centre de la face occlusale, ce qui est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que parfois, notamment dans les zones molaires, on est obligé de suivre le plus grand axe de l'os. Et si on suit le plus grand axe de l'os, parfois, on est assez gêné et on a peur de sortir au niveau d'une cuspide. Donc, voilà. Donc cette connexion in-link, vous allez la voir à travers cette magnifique animation qui a été faite par les designers et les graphistes. Donc on a ce bridge qui est donc monobloc, on va dire, et qui va être vissé directement sur les implants, donc on n'a plus de pilier intermédiaire, avec, comme vous le voyez, les verrous. Ces verrous, avec des verrous simples ou des verrous guides qui sont solidaires du bridge. Alors ça aussi, je vous assure, quand vous faites les essayages successifs en clinique, et que vous faites ne serait-ce qu'un essayage esthétique où vous mettez en place le bridge, le fait de ne pas avoir les petites vis qui tombent dans la bouche du patient ou qui tombent par terre, ça peut sembler rien, mais c'est un énorme avantage. Et au niveau du patient aussi, parce qu'il n'a pas ce sentiment d'un petit peu de décollage, d'avoir des vis qu'on met un peu partout. Il a l'impression que cette prothèse, elle arrive, elle est déjà terminée, elle est prête, on lui donne 4 coups de tournevis et elle est en place. Alors que parfois, quand on met les vis, le patient il est un petit peu surpris, il se demande si on n'est pas chez le garagiste. Voilà. Et donc cette connexion in-link nous permet aussi, dans ces cas-là, eh bien, de compléter sur la zone antérieure. C'est là qu'on va l'utiliser en général le plus souvent, parce que c'est là qu'on va pouvoir gérer plus facilement un positionnement infragingival de notre rebord du pilier, et donc d'avoir quelque chose qu'on pourra éventuellement en améliorant le biotype avec des greffes conjonctives. Et toujours pareil, d'avoir les verrous, avec des verrous guides, vous voyez ici, solidaires. On ça à travers un cas clinique, un cas de mise en charge immédiate, c'est un patient édenté, donc ce qu'on appelle le All-on-4 classique, la patiente édentée depuis de nombreuses années, avec une hygiène approximative. On a commencé par lui restaurer de manière temporaire l'arcade mandibulaire, avec un bridge temporaire armé. Et au niveau de l'arcade maxillaire, on se retrouve avec un maxillaire avec une résorption centripète, que tout le monde connaît, et peu d'os, en tout cas pas d'os au niveau sous-sinusien. Donc on a pris le parti de poser 4 implants, 2 angulés au niveau des murs antérieurs des sinus, et 2 au niveau des zones des incisives. Donc, pour des raisons didactiques, on a fait un petit pertuis de repérage du mur antérieur du sinus. C'est évident qu'on ne le fait pas toujours, mais là, dans ces cas-là, pour des raisons didactiques, on l'a fait. La mise en place et le forage de nos implants. On aime beaucoup utiliser, et c'est une des raisons pour lesquelles je travaille avec Anthogyr, c'est qu'il y a une excellente résistance mécanique des implants étroits, c'est-à-dire des 3,4 mm. Et je suis un fanatique de ces implants-là parce que mon credo, c'est d'avoir beaucoup d'os autour de peu d'implants, et que c'est toujours, n'oubliez pas, l'os qui tient l'implant et pas l'implant qui tient l'os, et que quand vous avez perdu d'un implant, ben vous ouvrez le tiroir, il y en a toujours,
mais quand vous avez perdu de l'os, il faut des greffes et des mois de régénération osseuse pour en créer. Donc préservez l'os, et comment on le préserve? Moins vous mettez de titane dans l'os, mieux vous vous portez. Donc c'est une des raisons pour lesquelles j'essaye d'utiliser ces implants étroits. Le positionnement, bien entendu, infracrestal de ma dernière spire, mes piliers, et après on va faire une amélioration du biotique, c'est-à-dire qu'au niveau du maxillaire supérieur, on a toujours la latitude de faire une exérèse des tissus mous, notamment au niveau palatin, on en a toujours beaucoup, pour essayer d'avoir une émergence qui soit la plus proche possible de la gencive. Vous verrez pourquoi après, pour pouvoir avoir un nettoyage facilité. Donc à l'issue de cette étape, avec le protocole que nous observons avec Jean-Michel Moelle, c'est de réaliser une espèce de guide chirurgical transparent. Sur ce guide, on va prendre une première empreinte avec un silicone d'occlusion qui est extrêmement rigide, puis on va enregistrer l'occlusion et on va mettre ça de côté et on va compléter ça par une empreinte utilisant des transferts, comme je vous ai dit bien évidemment, avec un contrôle radiographique, et cette empreinte au plâtre, 100% des cas nous prenons l'empreinte au plâtre. Dans les cas complets, bien évidemment. Ensuite, Jean-Michel va traiter l'empreinte avec une fausse gencive. Alors, je ne vais pas déflorer tout ce que certainement Jean-Pierre Casu va nous montrer après, donc je vais passer assez vite. Mais il y a quelques astuces techniques donc, que vous allez voir et qui sont absolument intéressantes. La première astuce technique, c'est le fait de pouvoir, vous l'avez dit, utiliser des piliers, des cylindres provisoires angulés pour décaler le puits d'accès à la vis. Donc ça, c'est intéressant. Vous voyez que nos cylindres sont silanés. Avec Jean-Michel, nous les silanons pour avoir une meilleure adhésion de la résine, et donc on a diminué de manière considérable le taux de fracture de la résine autour de ces cylindres. Deuxième chose, il existe sur la petite diapo en bas des verrous de laboratoire, ce qui fait que Jean-Michel va déposer les verrous dans les cylindres provisoires, et ça va lui permettre à chaque fois qu'il va fabriquer son bridge de clipper, déclipper, clipper, déclipper le bridge sur le modèle de plâtre, ce qui fait qu'il a un gain de temps phénoménal, et que même s'il est un peu feignant parfois, il arrive quand même à finir les prothèses dans des temps raisonnables, et je l'en remercie. Donc, vu de proche, voilà quelques images de son travail et de l'adaptation de ce montage qu'il a préparé à l'avance. Vous voyez ici les petits verrous de laboratoire qu'on remet en place aussi, ce qui lui permet de faire les barbages et les finitions du bridge, et je lui demande toujours de finir avec une face convexe partout. Vous avez ici un éclaté ce fameux verrou. Ici, c'est un verrou guide. Pourquoi? Parce que quand vous avez des connectiques à plat, si vous avez 4 faces plates qui se rencontrent, c'est très difficile de retrouver la place. Et donc, il est de bon ton de mettre 1, voire 2 verrous guides qui vont permettre de faciliter la mise en place du bridge, surtout s'il y a un tout petit peu de gencive, comme vous le savez, avec l'œdème qui s'installe. On essaie de délivrer nos prothèses dans l'après-midi, 2-3 heures après la chirurgie, et donc la gencive, parfois un peu démaciée, peut gêner au repositionnement du bridge. Voilà, donc, et vous voyez ce verrou guide en place, donc qui est un petit peu plus long que les verrous conventionnels que vous verrez tout à l'heure. Et ensuite, délivrance de la prothèse, et vous voyez que je demande à Jean-Michel et aussi à Gilles après de me fabriquer des axes de passage de brossette. Et ça, j'insiste absolument. Parce que, comme je vous ai dit, je veux préserver l'os, je ne me bats pas pendant des heures pour essayer de gagner de l'os ou de préserver de l'os, pour que le patient ne puisse pas nettoyer et qu'après il me fasse perdre mon os. Parce qu'on ne sait pas encore exactement comment vient la périodontique, mais ce qu'on est certain, c'est que quand il y a une mauvaise hygiène, c'est quand il y a de mauvaise hygiène qu'on voit des périodontites. C'est rare de voir des périodontites sur de très bonnes hygiènes. Donc dans ce cas-là, je demande à ce qu'il y ait, vous voyez, ces passages de brossettes qui soient faciles pour le patient, que le patient puisse, vous savez qu'on est assez haut, il y a de la résorption, donc il faut que le patient, les yeux fermés, puisse passer les brossettes sans réfléchir, et qu'il ait des passages. Et bien sûr, une radiographie de contrôle pour vérifier l'adaptation des cylindres. Quelques mois plus tard, 4 mois en général, vous voyez qu'ici, elle aurait dû être un petit peu plus résécteur au niveau de la gencive palatine. On va réaliser le bridge, là je vais passer assez vite parce que j'imagine que notre ami Jean-Pierre va nous montrer tous les détails de la technique au niveau du laboratoire, et ça c'est un travail de Gilles Jordanenko avec un test au plâtre. Alors certains me disent, mais pourquoi tu fais un test au plâtre, tu as pris une empreinte au plâtre? En fait, je ne teste pas l'empreinte, je teste le modèle. Parce que qui sait si le laboratoire, dans un moment de rush, n'a pas vissé chaque réplique avec la même intensité, et peut-être que mon modèle, même si mon empreinte était juste, peut-être que mon modèle est faux. Donc ça me coûte quoi? 3 minutes de faire l'essayage d'une barrette en plâtre, et je la fais bien volontiers, ça rassure tout le monde. Et après un enregistrement de l'occlusion et la finition, Ketkem Simeda comme vous le savez, puisque le système est totalement compatible avec le Ketkem Simeda. Et
Là, au niveau du repositionnement et du montage, vous voyez que je demande à Gilles de me faire la même chose, c'est-à-dire, bon, mets-moi des verrous guides, comme ça je peux plus facilement reporter la prothèse. Je veux un profil d'émergence convexe partout, pas de zone de concavité, elles sont toutes à proscrire. Si j'en ai, c'est que soit j'ai pas assez augmenté la DVO, soit j'ai mal mis mes implants, et il faut que je me débrouille pour ne pas avoir de zone de concavité, sinon elles sont innettoyables. Et en fait, je lui demande, autour de chaque implant, je veux une zone de passage de la brossette pour que mon patient, les yeux fermés, puisse avoir un nettoyage efficace. Et ça, j'insiste, et si ça y est pas, eh ben, ça repart au labo, on le refait avant de délivrer la prothèse, parce que c'est extrêmement important. Ensuite, on délivre la prothèse, et une fois qu'on l'a délivrée, bien sûr, on fait une radio de contrôle, et on s'assure que la patiente est capable, par elle-même, de passer ses brossettes devant et derrière chacun des implants. C'est extrêmement important pour nous. Donc on peut aussi utiliser ce type d'implant, bien sûr, dans les cas d'extraction et implantation immédiate, et c'est bien évidemment avec des implants PX qu'on va faire ça. Donc on va faire ça avec des tissu level PX, hein, et donc à travers un cas clinique, vous voyez que là on est dans un site d'extraction, et un peu à l'instar de ce que faisait Philippe tout à l'heure, mais on va utiliser ces piliers angulés pour pouvoir réaliser la prothèse. Puis au niveau de la prothèse d'usage, un petit clin d'œil à Patrice avec son magnifique Titramax qui nous rend de grands services. Et là, une petite radio de contrôle à 18 mois post-opératoire qui nous montre la stabilité osseuse et parfois même une repousse osseuse, on a l'impression, autour de quelques-uns des implants, et qui est dû, je pense, effectivement à ce design particulier, ce tissu fabriqué. Vous savez, j'essaye d'éviter les greffes, donc un cas clinique que j'aime bien, on a essayé de contourner le sinus, dans ce cas précis, donc on a une édentation terminale secteur 2, donc maxillaire supérieur, et donc on va placer un premier implant vertical, puis ensuite on va forer un deuxième implant angulé qui va suivre le mur antérieur du sinus. On va placer cet implant en premier, puis on va placer l'implant vertical en second pour qu'il passe par-dessous, qu'il soit plus court, et enfin un troisième implant distal qui suive le mur postérieur du sinus. Et donc ça donne ceci, et la prothèse d'usage elle donne ceci. Et ça c'est une radio qui a été prise, 18 mois post-opératoire. Donc on a une excellente stabilité osseuse, on a évité un sinus lift, on n'a pas fait de greffe, et 4 mois après, la patiente avait ses dents. Voilà. Un cas pour terminer, c'est un cas au niveau mandibulaire. Donc dans ce cas au niveau mandibulaire, vous voyez que pour suivre le plus grand axe de l'os et aussi parfois pour se tenir à distance du nerf mentonnier qui se trouve dans ce cas précis plaqué sur la face vestibulaire de l'os mandibulaire, eh bien on a un petit peu redressé nos implants, ils sont un petit peu de direction vestibulo-linguale, et donc on a mis ces implants en place, et la cicatrisation au bout de 2 mois qu'on a obtenue, tant au niveau gingival qu'osseux. Et effectivement, mais grâce à sa connexion in-link et à sa possibilité de redresser l'axe de vissage, eh bien on a pu garder nos puits d'accès au vis au niveau de la face éclisale, alors que si on avait respecté un axe rectiligne, ils auraient été au niveau des cuspides vestibulaires. Voilà, je vais terminer, j'espère que j'ai été dans les temps, je vais terminer avec les résultats que nous avons eus. Donc on a posé 44 implants tissu level entre juin et octobre, juin de l'année dernière et octobre de cette année. On en a posé 8 en complément avec ces fameux piliers in-link. Sur ces 52 implants, on a posé 36 dans le cas de mise en charge immédiate, des All-on-6 maxillaires, des All-on-4 maxillaires comme vous avez vu, des All-on-4 mandibulaires parce qu'on ne fait jamais de All-on-6 mandibulaires. Et on a eu un cas de dévissage de prothèse d'usage, et à ce jour, alors vous me direz, on n'a pas mis 100, donc on ne peut pas encore avoir un taux de succès avec des échecs normalement. On a eu un taux de succès de 100%, donc j'attends, bien sûr, ça fait 1 an et demi, on ne va pas crier victoire tout de suite, mais c'est quand même extrêmement encourageant parce que sur toutes les radios de contrôle qu'on a pris, on a des stabilités osseuses et surtout des stabilités gingivales qui sont absolument incroyables. Voilà. Et un dernier merci d'abord à Gilles Giordanago, à Marjorie qui a participé avec la CLETA et à Dominique qui a pris les photos que vous avez pu voir. Je vous remercie de votre attention.